Bonjour, on est le samedi 28 août 2021 avec une journée qui semble dès la matinée euh, variable. On est passé d'une forme de nébulosité, je ne veux pas dire très nébuleux, parce que hier il faisait nébuleux en soirée. Je vous prie de me croire que c'était très nébuleux pour une journée de saisonnière. Bon, on avait un arc-en-ciel sans pluie, mais avec un ciel très coloré, un peu bizarre. Voilà, mais ici, bon, le ciel commence à se décharger. Bon, on voit une certaine forme de clarté, alors qu'au matin, on avait de la nébulosité. Bon, on pensait qu'il allait pleuvoir, mais enfin, il n'a pas plu. Ça, c'est pour le début de journée d'aujourd'hui. Je constate depuis 2 heures, bon, deux petites heures, que le temps est changeant et que bon, il y a une amélioration. On va vers une amélioration par rapport au début de matinée. Je vais faire ici une vidéo. euh, en tout cas, je vais tenter de débuter une vidéo qui est, je veux dire, très intéressante, mais pour voir l'intérêt de cette vidéo, il faut aller jusqu'au bout de la vidéo. N'allez pas entrecouper la vidéo si vous voulez comprendre certaines choses très importantes concernant euh, l'espace, les plans et les droites. C'est une vidéo qui va clarifier énormément de choses au niveau de l'espace et des objets de l'espace. Alors, je vais commencer par un point de départ pour formaliser un petit peu le contenu de ce que je veux introduire dans un premier temps, de développer dans un second temps, de conclure dans un troisième temps. Donc, euh, il faudra rester complètement, je veux dire, en plein dans l'attention de cette vidéo parce que venir entrecouper les vidéos à certains moments ben, ne va pas vous aider pour comprendre certaines choses très importantes pour la géométrie analytique de l'espace. Alors je vais commencer euh, tout d'abord par mettre un titre parce qu'il faut bien que je commence par quelque chose et dire ce que je vais développer parce que c'est vrai que bon, ce que je vais développer c'est ce qu'on appelle, c'est pas une, vous voyez qu'il n'y a pas d'énoncé, hein, c'est pas un exercice. Bon, c'est la première des choses à savoir, c'est que je ne vais pas développer un exercice, mais je vais développer une certaine forme de théorie. Une forme de théorie très importante pour bien comprendre les choses au niveau de l'espace. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre, ce que je vais développer ici, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'une condition. Et avec tous les exercices qui ont été faits jusqu'à présent, je peux développer cette théorie parce que vous avez suffisamment d'éléments, si vous avez suivi les vidéos concernant la géométrie analytique dans l'espace, suffisamment d'éléments pour tenter voilà, de comprendre beaucoup de choses sans, sans vous... euh, parce qu'ici, je vais aller dans le vif du sujet, de l'ordre d'une condition dans une famille de courbes, dans une famille d'ensemble de points. Dans une famille d'ensemble de points. Alors, ici, ce qui va intéresser le sujet, c'est pas d'expliquer les équations de droite ou les équations de plan dans l'espace. Ça, je vous laisse. Il y a beaucoup de choses qui ont été montrées auparavant. Euh, donc ça, c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Si vous devez vous concentrer sur ça, à ce moment-là, je vous dirais allez voir les autres vidéos. Ne venez pas venir voir cette vidéo-ci parce que cette vidéo-ci fait suite à des connaissances. Il faut avoir des connaissances pour arriver à cette vidéo-ci. Si vous ne savez pas c'est quoi une équation d'une droite ou d'un plan, ben, je vous demande d'aller visiter les vidéos qui ont été faites pour ça. Parce que ici, cette vidéo va concerner l'ordre d'une condition, c'est pas d'expliquer ce que c'est que bon, comment on a l'équation d'un plan ou d'une droite. Quoique je vais faire un petit résumé. Un petit résumé, mais ne vous focalisez pas sur ce résumé parce que c'est pas le résumé qui compte. Ici, c'est l'explication de ce qu'est l'ordre d'une condition dans une famille d'ensemble. C'est une vidéo très importante, je vous le dis. Bien que certains pourraient se dire ouais, c'est du blabla. Non, c'est pas du blabla. C'est vraiment des choses pour comprendre les choses en géométrie analytique. Et c'est au-delà du blabla. Hein. Au-delà du blabla parce que j'estime que
j'apporte une importance capitale, je veux dire, voilà, à ce que je vais développer ici. Alors ne pas comprendre ça, c'est ne pas, on va dire, ne pas, on va dire, euh, donner d'importance à la compréhension très poussée de ce qu'est, on va dire, l'espace, mais surtout, comment est-ce que je pourrais dire, je ne trouve pas les mots, mais de ce qu'est la finitude de ce que peut engendrer des, des applications dans le plan, enfin dans l'espace. Voilà, les applications dans l'espace. C'est ça que je veux dire. Donc, si vous n'avez pas ces notions que je vais donner ici, c'est ça que je veux dire, parce que j'étais en train de chercher mes mots, je m'excuse, hein, mais parce qu'il faut bien expliquer les choses où on veut en arriver avec ce mot-là. Où on va en arriver, mais si vous ne prenez pas en compte mes explications ici et que vous bannissez cette vidéo, que vous ne la regardez pas de fond en comble pour bien comprendre les choses, mais vous n'aurez pas, si vous voulez, l'aspect de finitude, d'application relative au plan et aux droites dans l'espace. Vous n'aurez pas vraiment une finitude complète. Vous saurez faire des exercices, mais vous n'aurez pas une certaine vue d'esprit qui peut vous aider, parce que ça pourra vous aider pour les idées de solutions. Pour les idées de solutions, vous pouvez entrevoir énormément de choses par l'ordre d'une condition euh, dans une famille d'ensemble. Bon, donc si vous n'avez pas cet outil fondamental qui peut venir vous aider, je vous dis, c'est une vidéo très importante ici, pour à première vue, hein, vous allez voir que c'est fort important, notamment quand je vais développer, et qu'il ne faut pas outrepasser cette vidéo-là. Bon, donc j'ai assez attiré l'attention là-dessus pour vous dire, bon, faites votre choix. Si vous voulez bien comprendre les choses au fin fond des choses, ben, quand je dis finitude, ça veut dire c'est au fin fond des choses, ben, entrevoyez cette vidéo-là de fond en comble et écoutez tout ce que je vais raconter, parce que je pense que c'est, encore une fois, je le répète une dernière fois, avant de commencer ce que je dois raconter, c'est que si vous ne prenez pas en compte cette vidéo, ben, vous n'aurez pas une vue complète, vous n'aurez pas tous les outils nécessaires à la vue complète pour établir des idées de solutions ou pour voilà, aller au loin dans les exercices concernant l'espace. Concernant l'espace. Bon. Ceci, j'attire suffisamment l'attention, je n'y reviens plus. Hein, d'habitude, je parle de certaines choses, mais ici, je parle sur l'attirance de l'attention, que si vous ne prenez pas en compte ce développement, ben, vous aurez des outils en moins. Des outils en moins. Bon, alors on va commencer ça. Alors le problème c'est que je vais avoir difficile de démarrer la vidéo ici, parce que je ne sais pas par quelle voilà, branche prendre par quel chemin commencer. Je ne sais pas par quel chemin commencer, parce que il y a une multitude d'informations qui sont là. Il faudrait que je mette en place les informations, mais ça va arriver. Bon, la première des choses, c'est que dans la multitude d'informations que je veux dire, c'est que je vais introduire d'abord et avant tout, bien sûr, ça concerne la géométrie analytique dans l'espace. Alors, la géométrie analytique dans l'espace, comme son nom l'indique, ben, c'est dans l'espace. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu où on a trois variables. Trois variables, x, y, z. Alors oui, on a R cube. R cube, c'est l'espace à trois dimensions. Certains l'appellent E cube, ou certains l'appellent tout bonnement E. C'est l'espace. Alors, dans cet espace, ben, on va manipuler l'espace. On va le manipuler. Alors, si on veut le manipuler, cet espace, au travers des équations, bien, on va y placer
un repère. Généralement, ce qu'on fait, on place un repère orthonormé direct, avec une origine et une base IJK ou E1, E2, E3. Enfin, vous pouvez jouer avec des indices ou pas, ça peu importe. Mais enfin, on met un repère orthonormé direct. Généralement, le repère orthonormé direct, ce sera X, Y, Z. Bon, certains l'appellent X1, X2, X3, on s'en fout de tout ça. Bon, mais s'ils l'appellent X1, X2, X3, comme ils ont commencé avec les indices, mais ils devront appeler les bases E1, E2, E3, parce que s'ils commencent avec des indices, ils terminent avec des indices. Alors moi, si j'ai mis X, Y, Z, ben, je mettrai JK. J'ai pas besoin d'indices ici. Donc moi, mes vecteurs de base ici, ce sera JK. Donc voilà que on part d'un espace. Voilà, ici je pars pas du vide, je pars d'un espace. Cet espace, je le comble par un repère orthonormé direct, et à partir de là, je peux faire ce qu'on appelle de la géométrie analytique dans l'espace. Alors, qu'est-ce que je peux mettre dans cet espace? Ben, je peux mettre un point. Alors, un point, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est difficilement définissable. Bon, toute définition du point est boiteuse. N'importe qui peut démonter une définition sur le point, parce que la définition du point, un point, c'est difficile à définir. Qu'est-ce que c'est qu'un point? C'est très difficile à définir. Ouais. Une fois qu'on a l'aspect du point qui est pseudo-défini, ben, à ce moment on peut définir tout ce qui tourne autour de points. Un ensemble de points alignés et par exemple une droite. Donc c'est un nouvel objet de l'espace. Bon, on peut définir la droite. À partir de la droite, je peux couper la droite et en faire un segment. Je peux la couper, en faire une partie et en faire une demi-droite. Voilà. Alors je peux avoir des lignes courbes qui ne sont pas forcément des lignes droites. Je peux avoir un plan, je peux avoir des éléments de volume, tétraèdre, cube, cylindre, dans l'espace. Donc, vous voyez qu'on va commencer à manipuler des objets. Donc, on va combler l'espace avec des objets, et ces objets, bien sûr, on va les traiter. Comme on est en géométrie, ben, on va faire de la géométrie. Voilà, on a géométrie. Alors, la géométrie, ben, on va établir des problèmes de géométrie, c'est-à-dire on va rechercher l'intersection d'une droite avec un plan, chercher la distance euclidienne d'un plan à une droite, d'un plan à un point, voir si étudier les positions relatives d'une droite et d'un plan, voir si c'est parallèle, perpendiculaire, et tralali, tralala, voir si deux plans n'ont pas d'un point d'intersection. On peut faire le point de l'intersection, rechercher l'intersection d'un cylindre avec une sphère. Bon, vous aurez compris que les actions que l'on peut entreprendre avec les objets de l'espace sont innombrables. Toute action, c'est comme un peu en informatique, il existe aussi des objets. La théorie, voilà, d'objets avec toutes les commandes et toutes les fonctions, les méthodes, on appelle ça des méthodes, des fonctions, qui peuvent être entreprises sur des objets. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. Ici, c'est pareil. Vous avez des objets, c'est des points à droite, tralali, tralala, qui sont définis. Et puis, on peut définir avec des propriétés, bien sûr, comme en informatique, on a des propriétés. De toute façon, l'informatique a été copiée, ça. Hein. Bon, les mathématiques avaient déjà tout ça avant, les objets du. Voilà, c'est l'informatique qui a un petit peu copié voilà, ce que c'est que un objet, les propriétés de l'objet. L'informatique a été se référer, bien sûr, à la théorie ensembliste, mathématique. Bon, tout ce qui est au niveau de la programmation orientée objet, l'est de par l'extraction des théories, on va dire, des notions ensemblistes. Donc ça reste mathématique. Tout ce qui est méthodologie sur l'orienté objet, on voit qu'il y a une forte connotation avec les notions ensemblistes qui sont des notions mathématiques. Donc je ne vais pas faire un parallèle avec l'orienté objet. Je dirais plutôt que c'est l'orienté objet qui a fait une copie. Donc je veux dire, voilà, on va dire que on a un monde existentiel avec des objets et des actions qui peuvent être entreprises, qui sont, je veux dire, des intersections, de droits entre deux droites. En fait, on va demander de rechercher, de démontrer, de faire pas mal de choses en géométrie analytique. Et donc, ces recherches vont faire le fruit, bien sûr, d'équations. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, un point est décrit par une coordonnée, oui. Une droite est décrite par une équation, oui. Un plan est décrit par une équation, oui. Et on va dire,
une courbe est décrite par une équation, oui. Et donc, comme on aura des séries d'équations, il faudra résoudre des systèmes d'équations ou des équations simples, soit du premier degré à une inconnue, soit du second degré à une inconnue, soit des équations linéaires de plusieurs équations à plusieurs inconnues. Oui, on peut avoir aussi des équations, bien sûr, d'autres ordres qui ne sont pas forcément de type linéaire. On peut avoir l'intersection d'un plan avec un cylindre, voilà, avec une quadrique, voilà, d'un plan avec une quadrique. Voilà, et on peut faire ce qu'on veut, hein. Dans l'espace, on peut manipuler ce qu'on veut. C'est, on va dire, un ensemble infini d'objets et on peut établir d'innombrables actions sur ces objets. Alors, on peut rechercher l'intersection de ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Donc, il existe pas mal de choses qu'on peut faire en géométrie. Et donc, on aura un point de vue analytique parce que avant de résoudre les équations, on a un point de vue géométrique peut-être à résoudre. Bon, il y a des problèmes simples. Ben, on résout directement le problème. Bon, ça c'est facile. Il y a des techniques qui sont des méthodes, on va dire, qui sont des méthodes mécaniques. C'est-à-dire, on sait bien qu'on doit chercher une distance, on va chercher la formule, boum, on applique la formule. Mais d'autres problèmes ne sont pas comme ça. Il y a des problèmes où un problème n'est pas l'autre. Il y a des problèmes faciles, moyens, difficiles et très difficiles. Et très complexes. Il y a dans les familles, on va dire, de problèmes, il y a des problèmes. L'ordre des problèmes peut être de différents niveaux. Bon, et il y a des problèmes qui sont de type mécanique, c'est-à-dire que vous connaissez ce qu'il faut faire, en parlant entremise de l'outil à utiliser. Hein. Si vous devez chercher la distance d'un point à un plan, vous avez une formule toute faite. Si vous devez chercher la distance euclidienne entre deux points, vous avez la formule toute faite. Par contre, il y a des problèmes qui ne sont pas aussi simples que l'usage d'outils existants en mécanique, comment est-ce qu'on appelle ça, en géométrie analytique dans l'espace. Parce qu'à ce moment-là, il y a une analyse à faire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a la géométrie analytique. Parce que il faut analyser. Il faut analyser. Et l'analyse demande des idées de solution. Des idées de solution. Une ou des idées de solution, on peut avoir une méthode ou plusieurs méthodes. Hein. Donc on peut avoir une méthode d'analyse ou entrevoir plusieurs méthodes d'analyse, c'est-à-dire qu'on a plusieurs solutions. Maintenant, si le problème est très complexe, on le décortique en problème. Voilà, peut-être qu'il y aura plusieurs idées de solution dans une idée de solution. C'est-à-dire qu'on phasera, et tellement que c'est complexe, il faudra phaser en plusieurs étapes. Et donc on aura plusieurs étapes. Les idées de solution seront en plusieurs étapes et peut-être qu'il y aura plusieurs idées de solution. Donc, on aura des idées de solution, bien sûr des mises en équation, et ça c'est l'analyse. On fera ça dans le but dans un domaine qu'on appelle la géométrie analytique, parce qu'on aura analytique parce qu'il y a de l'analyse. Mais il n'y a pas toujours de l'analyse, comme je vous ai dit. Hein. Quand il y a des problèmes simples, bon, il n'y a pas d'analyse. Bon, vous appliquez la formule. Ça, ouais, on dit géométrie analytique, ça fait partie de la géométrie analytique, mais il n'y a pas d'analyse dedans. Vous prenez la formule, vous l'appliquez. Il n'y a pas d'analyse. L'analyse se fera quand on aura des problèmes un peu difficiles. Il faudra avoir le contexte, comment on va faire une idée de solution, une mise en équation, bien sûr, et la résolution. Bon, résolution d'équation, ça veut dire que vous devez être capable de résoudre n'importe quel type de système d'équation. Hein. D'équations toutes simples, ou premier degré, second degré, ou de systèmes d'équations. Hein. On peut avoir des systèmes d'équations. Donc, la mise en place d'équations demande de la résolution. Donc, ça veut dire que vous devez avoir la compétence. C'est pas donné à n'importe qui, voilà, ce genre de traitement, parce que vous devez avoir une connaissance fine des systèmes d'équations. Hein. Il ne s'agit pas ici de ouais bon je n'arrive pas à résoudre le système d'équations. Voilà. Arriver ici, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas la résolution du système d'équations. À ce moment-là, il faut aller revoir les équations, comment on les résout.
faut aller étudier et travailler les systèmes d'équations avant d'aboutir. Ici c'est bon, on utilise des outils. Donc il faut savoir utiliser les outils de système d'équations et savoir quand est-ce qu'on a, quel type de système d'équation on a, quelle équation a-t-on, et bon, et comment on la résout. On va savoir la résoudre. Parce que ici, c'est un point principal, c'est les systèmes d'équations. Hein. On passe par des résolutions de systèmes ou d'équations tout court pour résoudre ce qu'on veut. Bon, ben maintenant, on peut avoir des équations de tout genre. Hein, de tout genre. Bon, ben, ça, c'est mon premier point de vue pour... Bien sûr, après, vous devez faire... quand la résolution est faite, vous devez faire une vérification. Généralement, moi ici, je le fais par GeoGebra. Vérification. Bon, moi, je vérifie par GeoGebra. Vous pouvez vérifier par de dessin. Le dessin, bon, GeoGebra est une manière plus facile de vérification. Donc, je vérifie si tout a été fait correctement dans les calculs. Donc, vous pouvez vérifier les mathématiques. On peut toujours vérifier certaines choses. Bon, mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'ordre d'une condition dans une famille d'ensemble? Alors, c'est pour ça que je vous dis, ici j'ai déjà introduit quelques petites notions. Alors maintenant, je parlais, avant de parler d'ordre d'une condition dans une famille d'ensemble, je vais parler de droite et de plan. Droite et plan. Bon. Alors, je vous rappelle que je parle ici des infinitudes. Hein. Des infinitudes. L'espace est à 3 dimensions. On a l'espace à 3 dimensions. C'est R cube. Donc, on peut y placer une infinité triple de points. Ça, c'est l'espace. Son contenant, c'est une infinité triple de points. On peut placer suivant x, suivant y et suivant z. Alors maintenant, si je prends une droite, je vais parler des plans et des droites. On va voir l'infinitude des plans et des droites. Alors pour ça, je vais commencer par les plans. Combien on va dire combien a-t-on dans l'espace, combien a-t-on de plans? Combien a-t-on de plans dans l'espace? Sachant que l'espace est à 3 dimensions. L'espace est à 3 dimensions. Alors, combien a-t-on de plans dans R cube? C'est la question qui est posée. Combien de plans a-t-on dans R cube? Eh bien, pour voir ça, je vais aller rechercher l'équation d'un plan. Alors, pour avoir l'équation d'un plan, ben, je prends x, y, z. Je vais mettre des composantes. Alors, si je mets des composantes vectorielles, je vous rappelle l'écriture d'une... Qu'est-ce que c'est qu'un plan? C'est tout simplement, on va dire... Enfin, l'équation d'un plan, c'est l'écriture paramétrique. Alors, paramétrique, ça veut dire... Ça peut varier, comme ça peut être constant. On peut fixer ce qu'on veut. Alors, je peux écrire lambda mu appartenant à R. Et là, j'ai une écriture vectorielle où j'aurai U est égal à... c'est une combinaison linéaire, lambda V plus mu W. C'est l'écriture vectorielle. L'écriture vectorielle d'un plan. Bon, je peux définir 3 points non alignés. Hein, je définis 3 points non alignés. Avec ces 3 points-là, je vais les appeler, je sais pas moi, A, B, C. Ces 3 points non alignés, j'en forme 2 vecteurs. Et toute combinaison linéaire
de ces vecteurs fait partie du plan ABC. Toute combinaison linéaire sera dans le plan. Alors, je peux former un vecteur U puisque j'ai fait lambda U plus mu W. Alors, si je fais 2 fois U, je suis là. Enfin, c'est V, je m'excuse. C'est V, c'est pas U. Ah, voilà. Je fais lambda, je vais fixer lambda égale à 2. Ben, si je fais 2 fois V, ben, 2 fois V, on arrive ici. Là, j'ai 2 fois V. Si je fais maintenant 3 fois mu, enfin, si je prends mu égale 3, j'aurai 3W. W, il est là. Et donc, là, je fais la composition vectorielle. Et si vous faites la composition vectorielle des deux par l'entremise de parallèles, ben, vous êtes toujours dans le plan pi. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une équation vectorielle? Ben, c'est une combinaison linéaire. Tout simplement. Ceci, c'est une combinaison linéaire. Et donc, toute combinaison linéaire de deux vecteurs sera dans le plan des deux vecteurs. Alors, si j'écris maintenant l'équation paramétrique, ben, le U, c'est un point X quelconque, X, Y, Z, voilà, est égal à égal lambda V aura pour composante V1, V2, V3 plus mu W1 mu W2 plus mu W3. Donc les composantes, ce sera V1, V2, V3, W1, W2, W3 égale 0. Et en faisant ça, ben, j'aurai l'équation du plan. Ben, attention que c'est un plan qui passe par l'origine, hein, vous le voyez tout de suite. Hein. Et en fait, ça c'est quoi? Ben, c'est un produit vectoriel. Hein. Bon, ça provient d'un produit vectoriel. Bon, et ça c'est l'équation du plan qui passe par l'origine. Voilà, c'est l'équation du plan qui passe par l'origine. Donc on aura, si vous voulez, mx plus ny plus pz égale 0. Bon. Alors là, on sait déjà voir combien de plans passent par l'origine. Eh bien, pour savoir combien de plans qui passent par l'origine, ben, je regarde le nombre de paramètres. On sait fixer, je peux maintenir par exemple mu constant, et je fais varier lambda. Donc là, ça fait une infinité simple, ou maintenant, je peux maintenir lambda constant, mais cette fois-ci, j'ai mu variable. Donc là, j'aurai une infinité simple en fonction de faire la variation de mu. Donc au bout du compte, entre les deux, j'ai une infinité double de plans passant par l'origine. Voilà, une infinité double de plans. Passant par l'origine. Bon, maintenant, s'il ne passe pas par l'origine, ben, je vais prendre un par ici. Je peux décaler. Je peux décaler. Alors, je vais changer ça. Maintenant, je vais mettre... moins. Je peux mettre... voilà, un x1, y1, z1 qui est une coordonnée variable, donc décalée. Là, je ne suis plus par rapport à l'origine, donc j'aurai l'équation mx plus ny plus pz plus q égale 0. Donc, il y a une infinité triple. Pourquoi triple? Parce que j'en avais déjà une infinité double parce que j'avais deux paramètres. Mais en plus, je peux décaler où je veux, par une coordonnée où je veux, faire un décalage. Donc, ça fait une infinité de triple de plan tout court.
décaler. Voilà, on a une infinité triple. Donc, ce qui veut dire maintenant, je vais résumer. Je résume que pour les plans, ben, on a dans R3, on a une infinité double de plans passant par l'origine, mais en général, pour le général qui ne passe pas par, enfin qui passe ou qui passe pas par l'origine, on s'en fout. Ben, on a une infinité triple de plans dans l'espace. Enfin, ouais, dans l'espace. Ben, faisons la même, le même traitement pour les droites. On va regarder pour les droites. Alors pour les droites, vous avez l'équation de la droite. Bon, là, c'est une équation vectorielle aussi. Pour la droite, l'équation vectorielle, bon, pour dire que c'est aligné, vous prenez un vecteur que je vais appeler AB. Voilà, c'est le vecteur AB. Et vous dites que c'est lambda lambda fois x. Un point x quelconque de la droite. Voilà. Lambda fois AX. Bon, donc ce qui veut dire que je peux écrire, ça c'est bon, ben, lambda appartenant à R, on s'en fout. Bon, le but c'est pas d'écrire correctement tout de A à Z. Le but c'est bien comprendre, ne pas s'y perdre dans les écritures, mais de bien comprendre ce qui se cache derrière tout ce que je vais expliquer au niveau de l'ordre. Parce que le but c'est pas d'écrire tout correctement. Hein. Je suis pas dans un développement hein, d'un cours où je mets tout de A à Z. Non, ça. Ici c'est pour comprendre les choses de A à Z. C'est pas pour voilà, commencer à s'y perdre dans les écritures. Donc ici, on sait bien que lambda appartient à R. Je ne vais pas l'écrire, bon voilà, vous le savez. Tel que AB égale lambda AX avec lambda appartenant à R, je vous le dis. Voilà. Alors, sachant cela, ben, on va avoir les équations paramétriques de la droite où j'ai créé, quel que soit, il existe lambda appartenant à R tel que on est X, Y, Z égale lambda. Alors, je vais mettre les composants directement ici, V1, lambda, V2, lambda, V3. Voilà, ça, il passe par l'origine. Il passe par l'origine. Alors maintenant, si il ne passe pas par l'origine, bon, passant par l'origine, ça c'est l'équation coutumière. Certains l'appellent équation cartésienne. Bon, je peux l'écrire autrement. Je peux écrire que x1, c'est V1 sur V3, x3, ce qui fait mx3. On a mx3. Voilà. Ben, je sais pas pourquoi j'ai mis x1. Oui, c'est x, ouais, c'est x. Et là, maintenant, je vais mettre y égale V2 sur V3. X3 égale n de Nestor. Nx3. Bon. Là, il y a deux paramètres. Donc, il y a une infinité double de droite passant par l'origine. Il n'y a que deux paramètres. Donc, on a dans R3, on a une infinité double de droite passant par l'origine. Bon, maintenant, si je ne fais pas passer par l'origine, ben, je vais réécrire x moins je vais le faire passer par un point donné, x moins x1, y moins
Y1, Z moins Z1, égale lambda V1, lambda V2 et lambda V3. Ça, c'est l'équation coutumière. Maintenant, je vais mettre en équation réduite. L'équation réduite, qui est vue sous la forme d'intersection de deux plans. Hein. C'est ce que j'ai fait avant. Ça, c'est l'équation réduite. Voilà, l'équation réduite. Je vais écrire que c'est x égale... Bon, je vais aller directement au vif du sujet. C'est mz. J'espère que je ne me suis pas trompé avant. Oui, ici, c'est pas x3. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué x3. C'est z. Je sais pas pourquoi j'ai marqué x3, mais enfin bref. On fait des mélanges. C'est x égale v1, v2, v1, v3, z, v2, v3, z, m, z, n, z. V1, v2, v3, c'est bon, parce que c'est les composantes hein, du vecteur v. Alors, le vecteur v, vous aurez compris que c'est ce vecteur-là. Hein. C'est égal à, c'est ax. C'est lambda fois v. Voilà. J'appelle AB, ce serait U. Donc j'aurai U, et le vecteur, ben, là-bas, c'est V. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est quand il passe par l'origine. Bon, la droite passant par l'origine, ça veut dire qu'il y a l'origine quelque part ici. Et la droite passe par l'origine. Bon, maintenant, si je prends celui-ci, ben, je vais abréger. Je ne vais pas faire tous les calculs. Je vais juste dire que x, y égale m, n, z plus p plus q. Mais là, j'ai 1, 2, 3, 4 paramètres. Il y a 4 paramètres. Donc on a une infinité quadruple de droite qui ne passe pas, qui peut ou pas ne pas passer par l'origine, mais j'ai une infinité quadruple de droite dans l'espace. Bon, maintenant, je vais résumer. On va déjà résumer ce qu'on a vu. Alors, si je prends dans R3, si je prends R3, dans R3, j'ai, je vais aller regarder parce que c'était une infinité triple normalement de plans, voilà, c'est ça. On a une infinité triple de plans dans R3, mais on a une infinité double de plans passant par l'origine. Bon, toujours dans R3, on a une infinité quadruple de droite, hein, mais on a une infinité double de droite passant par l'origine. Ça, c'est déjà la première chose à savoir. C'est la première chose à savoir. Alors maintenant, je vais manipuler... bon, on a des systèmes d'équations. Je vous ai dit que, tout à l'heure, je ne sais pas si je les cours ici, si... Oui, on aura des idées de solutions, des mises en équation, des résolutions d'équations. Alors, ces équations sont décrites par une équation régie par f de x, y, z égale 0. Donc, dans un système d'axes OX, Y, Z, l'équation, ça c'est l'équation d'un ensemble de points. C'est l'ensemble d'un ensemble de points. Donc, l'équation
d'un ensemble de points est régi par une relation f de x, y, z égale 0 pour lequel il existe bien sûr un système d'axes au x, y, z. Donc c'est une relation f de x, y, z entre les coordonnées cartésiennes courantes qui satisfaites par les coordonnées des points de l'ensemble que je peux appeler f parce que c'est l'ensemble de points, hein, je peux appeler f l'ensemble de points. Et donc, si vous voulez, elle vérifie, l'équation vérifie les points qui appartiennent, si vous voulez, à cette relation. Voilà. Tout point qui appartient à la courbe, enfin à l'ensemble de points, ceci régit un ensemble de points. Tout point qui appartient à l'ensemble de points, bon, que je peux dire f, ben, vérifiera l'équation f de x, y, z égale 0, d'office. Ça veut dire que si x appartient à l'ensemble de points que j'appelle f, ben, vous aurez compris que ce point x qui s'appelle x1, y1, z1 va vérifier f de x1, y1, z1 égale 0. Parce que x1, y1, z1 appartient à la courbure ou n'importe quoi, ce que vous voulez, voilà, c'est l'ensemble de points, il appartient à l'ensemble de points, donc il vérifie l'équation. Il vérifie la relation entre les coordonnées cartésiennes courantes et les coordonnées des points de f. Voilà. Et toute coordonnée de f vérifie ça. Uniquement, seulement les coordonnées de f qui vont vérifier f de x, y, z égale 0. Parce que f est une relation qui exprime, si vous voulez, l'équation d'un ensemble f de points donnés. Alors, à partir de là, ben, j'ai des équations de droite. Voilà. Là, c'est l'équation de droite. On a f de x, y, z égale 0. Ça, c'est pour les droites. Et pour les plans, ben, on aura ça aussi. On aura f de x, y, z égale 0. Bon, ça, c'est l'équation cartésienne. Hein, d'un plan. C'est l'équation cartésienne d'un plan. C'est l'équation cartésienne d'un plan. Bon, maintenant, pour parler de l'ordre d'une droite, bon, pour le plan, vous savez très bien que j'ai résumé. Bon, pour parler du plan, son équation cartésienne, on va dire que c'est f de x, y, z, tout ce qui vérifie, l'ensemble de points qui vérifie l'équation, enfin qui vérifie, tout point du plan, je m'excuse, hein, j'essaie de trouver mes mots, tout point du plan va vérifier l'équation du plan, comme je viens de dire. C'est-à-dire que vous aurez f de x, y, z égale 0, pour autant que si f est le plan, enfin, si on a un point du plan, eh bien, cette équation du plan f de x, y, z s'écrit pour les plans m de x plus n de y plus pz plus q égale 0. Voilà, ça c'est l'équation d'un plan quelconque. Alors, je vous ai dit, et je vous le rappelle, il y a combien de plans? Ben, il y a une infinité triple de plans dans l'espace. Voilà, il y a une infinité triple de plans dans l'espace. Bon, maintenant, j'omets celui qui passe par l'origine, si je le fixe en passant par l'origine, mais il y a une infinité double de plans passant par l'origine. Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est combien de plans qu'on a. On en a 3, et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que ça dépendait de paramètres. Il y a 2 paramètres, plus le décalage. Si vous êtes en dehors de l'origine, il y a un décalage, donc ça fait, on va dire, 3 paramètres. Parce que le plan, un point décalé est aussi considéré comme un paramètre. En gros, c'est une vue d'un paramètre. Parce qu'on peut le fixer comme on veut.
Donc quelque part, il y a 3 paramètres, hein. Il y en a 2, lambda, mu, mais aussi, bon, on peut faire varier un point quelconque en dehors de l'origine, ou on peut prendre l'origine, hein, 0, 0, 0, parce que ça reste un paramètre, je peux prendre le paramètre même égal à 0, c'est pas un problème. Alors maintenant, pour la droite, bon, on a découvert qu'on avait une infinité 4 de droite. Alors cette infinité quadruple, je vais la voir tout de suite. C'est toujours f de x, y, z qui vérifie, enfin c'est tout point de la droite. Tout point de la droite qui, de la droite, tout point de la droite. Alors la droite c'est un ensemble de points. Tout point de la droite vérifiera son équation. Je viens de le dire, f de x, y, z. Alors maintenant, la droite, ben, pour la voir, là on a une infinité triple de points. Pour la droite, il faut la voir comme donc ceci, x, y égale m z plus p n z plus q. Alors attention à cette équation là, c'est l'équation vue comme intersection de deux plans, hein. X égale mz plus p, c'est une équation d'un plan, y égale nz plus q, c'est l'équation d'un plan, mais elle est vue sous forme réduite. Alors ça a son importance parce que sous forme réduite, vous avez la direction qui est donnée par mn1. mn1 c'est la direction. J'ai bien dit 1. Ça c'est la direction. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que PQ? PQ0, c'est le point de percée. C'est un point de percée. C'est un point de percée. Ouais, de quoi? Ben, de la droite dans le plan OXY. C'est le point de percée. PQ0, c'est le point de percée dans le plan OXY. Bon, mais ça, c'est l'équation d'une droite vue sous forme réduite. Alors là, on voit les 4 paramètres, on voit qu'il y a une infinité quadruple, voilà, une infinité quadruple de droite dans R3. On le voit, parce qu'il y a 4 paramètres. On a 4 paramètres. Bon, maintenant, j'aurais pu le mettre sous forme généralisée. Hein. Alors là, à ce moment-là, sous forme généralisée, c'est tout à fait la même chose. Vous allez voir l'équation de la droite vue comme intersection de deux plans qui est M1 x plus N1 y plus P1 z plus Q plus Q1 égale 0 et M2 x plus N2 y plus P2 z plus Q2 égale 0. Mais là, c'est plus la même chose parce que là, la direction c'était MN1, on avait un point de percée, ici ça n'a plus rien à voir, hein. C'est plus les mêmes significations. Ici, si vous voulez avoir la direction de la droite, ben, vous allez rechercher, ben, bon, j'ai besoin du X, j'aurai N1, N2, P1, P2, alors ça c'est en I, la direction en I. La direction en J, ben, je barre la composante en Y, il va me rester, en faisant bien sûr une inversion, parce qu'on sait bien que dans le déterminant, il y a moins 1 exposant 1 plus le J est en position première ligne, deuxième colonne, c'est moins 1 exposant 3, donc il y a un moins. Ça va se répercuter par le moins des mineurs, hein, calcul des déterminants mineurs, par une inversion de colonne. Donc je vais inverser la colonne ici, cette P1, P2. Bien sûr, le Y je l'ai barré, donc il reste en X. Voilà, là. Ça c'est la composante en I. Et la composante en J, ben, je barre le Z. Tout ce qui est en Z, il va rester. Et là, c'est un plus. Donc c'est M1, N1, ça ne change pas de colonne. Je ne fais pas d'inversion de colonne, donc c'est M1, M2, 2. Voilà. Et là, vous avez la composante en I, J et K. Voilà, de la droite. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes significations au niveau de l'équation sous forme réduite que sous forme générale. Ça, c'est l'équation de la droite vue sous forme d'intersection de deux plans. C'est l'équation vue sous forme générale. Voilà. Mais ce qui est important ici pour parler de l'ordre d'une condition dans une famille, mais c'est de voir l'équation sous forme réduite, parce que là, on voit directement les 4 paramètres qui apparaissent. Alors, on a les 4 paramètres qui apparaissent.
donc n mzpq. Bon, et c'est sur ça que je parlais de l'ordre. Mais avant de parler d'ordre, je vais remettre les équations. Je vais remettre les équations. Donc j'ai pi vaut mx plus ny plus pz plus q égale 0. Et la droite, d, je dois le voir sous forme d'équation réduite, c'est-à-dire x, y, voilà. Alors, je rappelle, là on a l'infinité triple de plans dans R3, dans l'espace. Là, on a une infinité quadruple de plans dans l'espace. Alors maintenant, ce qu'il faut dire, avant d'entamer l'ordre, parce que bon, voilà, je vais entamer l'ordre, mais bon, donc, comme je vous dis, quand on remarque les équations de tout à l'heure, les plans ne sont définis qu'à un facteur réel non nul près. Alors, il y a une infinité triple de plans dans l'espace. Je vais l'appeler E hein, ici. Bon, c'est R cube, mais bon, c'est plus facile de mettre E que R cube. P, c'est plan. Il y a une infinité triple de plans dans l'espace. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une infinité double de plans passant par l'origine, toujours dans l'espace, qui a un plan passant par l'origine, un plan passant par l'origine, eh bien, on peut dire qu'il y a une infinité simple de plans parallèles disjoints. Donc j'ai une infinité simple de plans Q, parallèles à, non confondus, hein, ils sont disjoints. Ils sont parallèles disjoints. C'est-à-dire que Q inter P, les deux plans, ben, ça donne ça. Donc il y a une infinité simple, si vous voulez. C'est normal. C'est normal parce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui diminue. Je passe de 3, l'ordre d'infinitude diminue. Je passe d'un ordre 3 à un ordre 1. Donc vous voyez que je peux passer, je peux changer les ordres en fonction des conditions. En fonction des contraintes, ben, je vais diminuer l'ordre. En fonction des contraintes. Alors maintenant, la remarque, bon, une remarque ici, je pourrais dire qu'à un plan vectoriel correspond une infinité simple de variétés linéaires affines, mais ça c'est quand je verrai les variétés linéaires affines. Variétés linéaires affines disjointes, d'après la remarque ici. Hein. Donc on a, si vous voulez, à un plan vectoriel correspond une infinité simple de variétés linéaires affines. De par ce que je viens de vous montrer ici, que un plan Q parallèle à un plan passant par l'origine, et dont le Q est disjoint de P, bien il y a une infinité simple. Donc on a réduit l'ordre. Mais ça veut dire qu'en d'autres termes, un plan vectoriel correspond à une infinité simple de variétés linéaires affines. Disjointes, bien sûr. Disjointes. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que
car tout plan ponctuel peut être défini par une équation entière et du premier degré en les coordonnées bien sûr courantes x1, x2, enfin x, y, z, x, y, z. Bon, ça c'est pour les remarques. Bon, petit à petit, ça commence à se décanter pour vous montrer ce qu'est l'ordre de, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'ordre d'infinitude. L'ordre d'infinitude. Bon. Alors maintenant, pour ce qui est des droites, ben, on a une infinité triple de points, enfin une infinité quadruple de droite, une infinité quadruple de droite dans l'espace. On a une infinité quadruple de droite dans l'espace. Qu'on a une infinité triple de droite passant par l'origine dans l'espace. Voilà. Maintenant, à partir de là, j'ai décanté les choses pour parler de l'ordre. Mais avant toute chose, il reste encore deux petits trucs à voir. C'est ce qu'est un faisceau. Un faisceau de quoi? Mais justement, alors, on peut définir une gerbe ou un faisceau. Alors, on peut avoir la gerbe de plan ou la gerbe de droite. Tout comme on peut avoir le faisceau de plan ou le faisceau de droite. Voilà, on peut avoir le faisceau. Alors ici, je parlais de gerbe d'abord, gerbe de plan. On peut avoir une gerbe de droite. Comme on peut avoir un faisceau de plan et un faisceau de droite. Alors, qu'est-ce que c'est que la gerbe de plan? C'est l'ensemble des plans passant par un point. On appelle ça une gerbe de plan. Donc, si je prends un point, que je vais appeler P, voilà, un point P, l'ensemble des plans qui passent par ce point P tous les plans qui passent par ce point P, ben voilà, c'est une gerbe de plan. C'est l'ensemble des plans qui passent par P, si vous voulez. C'est l'ensemble des plans qui passent par P. Alors, si je définis qu'est-ce qu'une gerbe de droite, ben c'est pareil. Si je prends un point, voilà, un point, c'est l'ensemble des droites qui passent par P. Bon, comprenez qu'il y a une infinité de plans et comprenez qu'il y a une infinité de droites. Hein. Tout est lié avec les infinitudes ici. Hein. Voilà, il y a des paramètres dans les écritures des équations, c'est ça que je veux dire. Hein. Ce sont des équations paramétriques. Voilà. Et donc, le tout, c'est de déterminer. Bon, quand il y a trop de paramètres, c'est de les éliminer. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Hein. Je suis en train d'expliquer que je vais aboutir à un raisonnement où, bon, quand on a voilà, trop de paramètres, ben, s'il y a les contraintes, les conditions qui vont venir interférer pour justement pouvoir résoudre et trouver la solution, bien sûr. Hein. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Bon, maintenant, on a le faisceau de plans. Donc, je vous disais, l'ensemble des plans passant par un point est appelé une gerbe, et l'ensemble des droites passant
par un point est aussi appelé une gerbe de droite. Enfin, il y a une gerbe de plan et une gerbe de droite. Maintenant, je vais voir le faisceau de plan. Le faisceau de plan, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? L'ensemble des plans passant par une droite est un faisceau de plan. Alors là, c'est corps simple pour un faisceau de plan. Là, on a une droite. Et l'ensemble des plans qui passent par cette droite est un faisceau de plans. Bon, il y en a une infinité. Hein. J'en ai mis un, mais vous pouvez en considérer toutes les droites qui passent par ce plan-là, hein, forment un faisceau de plans. Et maintenant, l'ensemble des droites incluses dans un plan et passant par un point est un faisceau de droite. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose ici pour le faisceau de droite. L'ensemble des droites incluses dans un plan, donc la droite doit être incluse dans un plan, voilà, là on n'a qu'un seul plan, hein, et passant par un point, là elle passe par on a un point fixe et un plan fixe si vous voulez, et là l'ensemble de droites qui est incluse dans le plan et qui passe par le point P, ben, là on a un faisceau de droite, voilà, c'est ça un faisceau de droite. Donc là aussi on aura une infinité de droites, hein. Le tout c'est de voir justement quelle infinité qu'on a. Alors maintenant, donc vous aurez compris qu'on parle de famille de points. Hein. Quand on parle de gerbe, gerbe de droite, gerbe de plan, faisceau de plan, ben on parle de famille d'ensemble de points. Ici j'ai oublié de points. Voilà, on parle de famille d'ensemble de points. Quand on parle de gerbe, de faisceau, ce sont des familles d'ensemble de points. Bon, il y a une relation d'infinitude avec un certain ordre. C'est pour ça qu'on parle de famille d'ensemble de points. Alors maintenant que tout ça est fait, je commence à... Les choses sont presque mises au point. Avant de commencer quoi que ce soit, et pour bien comprendre la chose, il faut parler maintenant de l'ordre. Maintenant que vous savez qu'on peut avoir une gerbe de plan, une gerbe de droite, qu'on peut avoir un faisceau de plan, un faisceau de droite, donc c'est-à-dire qu'on a affaire à une famille d'ensemble de points. Maintenant, le tout, c'est de définir ce que c'est que l'ordre d'une condition. Alors, je vais définir ici l'ordre d'une condition. Alors, l'ordre d'une condition dans une famille d'ensemble de points, donc l'ordre d'une condition imposée à une famille d'ensemble de points, c'est un nombre. Hein. L'ordre, c'est un nombre. On va dire qu'il vaut K. L'ordre, on a l'ordre K, qui est un nombre, hein, si la condition diminue de K. Donc, si la condition diminue de K, bien sûr, diminue de K l'ordre d'infinitude de la famille. L'infinitude de la famille F. F ronde. F ronde, c'est la famille de points. Par exemple, je vais montrer ici. Je vais faire un exemple, hein, mais bon, j'ai déjà un exemple en place, donc je vais le prendre. Voilà. Ici, supposons que je passe, si l'ordre est 3, on a une infinité triple de points dans l'espace. Maintenant, je fais en sorte qu'il doit passer par l'origine. Ben, j'ai diminué l'ordre de 1. Donc j'ai une condition simple. Parce qu'on est passé de 3 à 2, on a diminué l'ordre de K, donc de 1 ici, parce que 3 moins 2 ça fait 1. On a diminué l'ordre de 1, donc on a une condition simple. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer, ici, dans ce cas-ci, on a
Attention qu'ici, je me suis trompé ici. C'est infinité double. En passant par l'origine, j'ai plus qu'une infinité double. Oui, là, je m'étais trompé, je m'excuse. Hein. Donc ici, l'ordre, la condition est double. On a une condition, parce qu'on diminue l'ordre de 2. 4 moins 2, ça fait 2. Donc, pour passer d'une droite à une droite fixe, à une droite, enfin, je m'excuse, pour passer d'un ensemble de droites libre à un ensemble de droites fixé à l'origine, ben, on est passé d'une infinité quadruple à une infinité double. Parce qu'on est passé de 4 paramètres à 2 paramètres. Donc on réduit le nombre de paramètres. Voilà. Alors maintenant, je prends un exemple pour les plans et les droites. Donc l'ordre, c'est tout simplement, l'ordre sera de k si la condition diminue de k l'infinitude de la famille. Donc si vous passez par exemple de l'infinité 4 à l'infinité 2, la condition, c'est une condition double. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, si je passe d'un ordre 4 à un ordre 1, j'ai une condition triple. Parce que 4 moins 1, ça fait 3. Maintenant, on peut descendre à 0 ici. Hein. Là, il faut 4 moins 4. Hein, voilà. Mais à ce moment-là, si maintenant vous descendez à cet ordre-là, supposons que vous avez une condition quadruple et vous retirez tout, voilà. À ce moment-là, ça veut dire que bon, on aura un nombre fini. Voilà. Par exemple, si c'est on va prendre un plan. Un plan, c'est une infinité triple. Une infinité triple. Je ramène une contrainte. Je peux dessiner de 1. Descendre de 1 lors d'infinitude. Là, je tombe à 2. Ça, c'est une condition simple. Maintenant, je peux descendre à 1. Là, j'ai descendu de 2. Donc, j'ai une condition double. Maintenant, je peux avoir une condition triple. À ce moment-là, je tombe en... Voilà. Et là, ça veut dire que c'est un petit peu particulier pour les plans. Hein. Condition triple comme ça veut dire que bon, la condition triple relative à une famille de plans va laisser un nombre fini de plans. Là, on a un nombre fini de plans. Et pour les droites, c'est la même chose. Si je passe d'une infinité quadruple à une infinité triple, ben là, au travers des conditions, hein, c'est les conditions qui font ça, je vais vous montrer. Là, on a une condition simple. Là, maintenant, si je passe en... Là, j'ai une condition double de 4 à 2. Mais attention, si vous passez de 3 à 2, c'est une condition simple. Hein. Ça, vous avez compris. Là, si je passe d'une infinité double à une infinité simple, de 2 à 1, j'ai une condition simple. Tout dépend le départ de l'infinitude. Bon, si le départ était infinité 4 et que je retombe sur une infinité triple, j'ai une condition simple. Si au départ j'avais une infinité quadruple, je retombe sur une infinité double, j'ai une condition double. Si maintenant je pars de l'infinité quadruple, je retombe sur l'infinité simple, j'ai une condition triple. Et maintenant, si vous faites une condition, voilà, vous tombez en 0, vous retombez sur une condition quadruple ici, alors que là on est descendu simple, double, et là triple, ça c'est une condition triple, à partir de l'infinité 3. Alors ça c'était pour les plans, bien sûr, et là c'est pour les droites. Et là, si vous retombez sur une droite à l'infinité 0, c'est un peu comme celui-ci à 0. Pour les plans, le 0 signifiait que, bon, à une famille de plans, vous laisserez un nombre fini de plans, tandis qu'ici, pour les droites, ici, si vous arrivez à une condition quadruple pour les droites, ben, ça veut dire que une condition quadruple dans une famille de droites déterminera un nombre fini de droites. Donc vous n'aurez plus d'infinitude. Hein. Donc on aura quelque chose de fini, et non pas d'infini. C'est normal parce que c'est infini exposant 0, bon, c'est fini. Que là, autant on avait des infinitudes, des vraies infinitudes, autant là on a quelque chose de fini. Là c'est infini, voilà, des infinitudes, là c'est fini.
là, c'est des infinitudes, là, c'est fini. Bon, maintenant que tout ceci est dit, eh bien, je vais appliquer ça. Je vais l'appliquer pour les plans et pour les droites. Et vous allez voir à quoi ça rime. Ça rime, c'est fort important ça, parce que ça, c'est diminuer l'ordre des paramètres. Enfin, c'est diminuer les paramètres. Et donc, on sait résoudre plus facilement quand on diminue les paramètres. Mais attention que ça dépend des contraintes, des conditions de départ. Hein. Bon, on ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Hein. C'est pas qu'on fait pour le plaisir, on va diminuer les paramètres. Non, c'est en fonction des conditions. Alors, je vais établir deux cas de figure pour les plans et pour les droites. Alors, les plans, c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. L'autre, c'est x égale mz plus p, y égale nz plus q. Alors ici, je vais imposer le passage des plans par un point. Ça veut dire que je vais imposer P passe par un point A de coordonnées x1, y1, z1. x1, y1, z1. Bon, c'est un point fixe. Hein. Voilà. Donc j'aurai m x1 plus n y1 plus n z1 plus q égale 0. Voilà, il doit vérifier l'équation de la droite. Là, j'avais une infinité triple de points. Ben, le fait de faire passer par un point fixe, mais j'ai plus qu'une infinité double de points. Donc, là, il ne reste plus qu'une infinité double de plans d'équation générale. Ben, bon, j'aurais pu écrire autrement. Hein. C'est m x moins x1 plus n y moins y1 plus p z moins z1 égale 0. Voilà. Et donc là, on a une infinité double. Et donc la condition où je suis passé de 3 à 2, l'ordre d'infinitude a été diminué de 1, donc ce qui veut dire qu'on a une condition simple. On a une condition simple. On a une condition simple. Maintenant, si je considère ici l'infinité quadruple de droite de l'espace, je vais faire en sorte qu'il passe toujours par le point D passe par A. À ce moment-là, j'aurai x1, y1 égale mz1 plus q égale nz1 plus q. Voilà. Et là, à ce moment-là, là, on aura une infinité, on passera d'une infinité quadruple à une infinité double droite. Et donc là, on va passer de 4 à 2, 4 à 2, donc on a une condition double. Voilà, d'un côté, on a une condition simple, et de l'autre côté, on a une condition double. Donc le passage par un point est une condition simple pour pour une famille de plans. Hein, c'est une condition simple. Mais pour une famille de droite, c'est une condition. Le passage par un point est une condition double. Donc vous voyez que le passage par un point n'est pas la même condition pour les plans et les droites. Pour les plans et les droites. Voilà, et c'est tout ce que je voulais dire. Et donc ça intervient bien sûr dans les actions à prendre, les contraintes, les conditions qui sont fixées dans les énoncés. Hein. Là, on sait bien ce qu'il faudra faire pour résoudre, éliminer les paramètres en fonction, bien sûr, des contraintes imposées par l'énoncé. Hein. Le passage par un point, c'est l'énoncé qui
qui l'impose. Hein. C'est pas bon. Voilà, vous avez un plan, il est donné par l'énoncé. Ils vous disent de passer par un, voilà, par un point. Ben, c'est la contrainte fixée par l'énoncé. Voilà, vous devez résoudre ça. Mais c'est à vous à faire en sorte de réduire les paramètres et trouver le nombre de paramètres et de vous dire bon, il y a autant de paramètres, donc on sait bien que on connaît l'ordre d'infinitude. L'ordre d'infinitude, la condition, en tout cas la diminution de l'ordre, et donc d'infinitude, et donc il faut savoir interpréter la condition et le nombre de paramètres que on aura à traiter. Je vous remercie.